Merci à vous si vous nous rejoignez pour la deuxième partie de cette Voix est libre sur Internet, avec nos invités dont je vous rappelle la qualité et le nom, bien évidemment. Par ordre alphabétique, Bastien Corriton, vous êtes, je le rappelle, maire PS de Caudebec-en-Caux. À vos côtés, Jean-Paul Lecoq, vous êtes maire communiste de Gonfreville-Lorcher. Face à vous, Jean Delalande, vous êtes maire UMP de Duclair, et Franck Meyer, vous êtes maire UDI de Sotteville-sous-le-Val. Alors, petit résumé des épisodes précédents. Dans la première partie de l'émission, on a évoqué un peu les craintes, il faut bien le reconnaître quand même. Alors, même si vous, M. Corriton, vous avez l'air quand même, j'allais dire, un petit peu plus cool que vos collègues, globalement, vous pensez que ça peut quand même, ça peut bien se passer, cette réforme territoriale? Naturellement optimiste, je pense qu'il faut s'adapter toujours au monde dans lequel on vit, et la réforme, elle en fait partie. Le débat est ouvert, il y a eu pas mal de sujets, il y a eu des évolutions depuis le début où le sujet a été posé sur la table. On avance et j'espère que ça accouchera d'un texte qui sera utile pour les collectivités. Alors ici, on l'explique sur la partie de ce plateau, c'est la gauche et là c'est la droite. Mais alors à gauche, vous n'êtes pas du tout d'accord. M. Lecoq, vous êtes carrément inquiet. Tout à fait à gauche, mais complètement inquiet, puisque cette réforme elle a pour objectif de détourner le pouvoir des citoyens, d'utiliser de grandes structures, de grandes infrastructures pour prendre les décisions à la place des citoyens, pour servir aussi les grandes sociétés, parce que qui dit grande structure dit commande publique, et qui dit commande publique avec une grande structure dit service aux grandes sociétés, et on pense que ça peut avoir des conséquences graves pour notre territoire, son tissu économique, ses emplois de proximité, la vie dans les villages, et on pense que c'est une mauvaise idée. Et puis, si ça aurait pu être peut-être une bonne idée, si elle avait été construite différemment, ça n'aurait peut-être pas abouti aux mêmes choses, mais si elle avait été construite avec les gens, si elle avait été construite en partant du territoire, je pense que c'est comme ça qu'on doit construire les choses, comme on essaye de le faire dans l'agglo havraise et sur l'estuaire avec le pôle métropolitain, en essayant de partir du territoire, d'essayer de mettre dans cette intercommunalité ce que l'on souhaite y mettre et pas ce que la loi nous obligerait à y mettre. Alors vous êtes à gauche de la gauche, comme vous venez de nous le dire, mais en même temps, sur la question du pôle métropolitain et au sein de la CODA, les choses ne se passent pas obligatoirement si mal avec la droite. Exactement. C'est parce qu'on se respecte et on part de cette idée-là. Absolument. Partons du territoire. Alors, M. Delalande, vous, pareil, quelques inquiétudes quand même? D'abord, moi, de la même manière, au sein de la CREA, je pense que ça peut bien se passer. Mais c'est pas parce que ça se passe bien, et je pense qu'on va être d'accord pour le coup, qu'on doit s'empêcher d'être critique, de pouvoir dire quand il y a des choses qui ne vont pas, quand il y a des choses qui nous paraissent particulièrement choquantes, et notamment certaines dépenses. Bon. Moi, je suis inquiet tout simplement. Pardonnez-moi, à un moment, on avait dit au sein de la CREA, il y a trop de vice-présidents. Là, il va y avoir bientôt la construction pour la métropole d'un bâtiment dont on annonce le prix. Vous me dites si je me trompe, je crois que c'est 30 millions, pas milliards. 30 millions, c'est déjà pas mal. Mais on sait bien que parfois, il y a des dépassements de budget. Tout ça, ça vous inquiète? Vous avez l'impression vraiment qu'on en rajoute un peu trop? Je pense, et c'est ce que je fais dans ma commune, c'est qu'aujourd'hui, on doit être dans la situation actuelle, donc baisse des dotations d'un côté, crise économique de manière générale, on doit penser à dépenser intelligemment l'argent public, et on doit avoir à l'esprit de tout faire pour dynamiser le tissu économique. Et ce qui m'inquiète parfois au niveau de la métropole Rouen-Normandie, c'est que je ne vois pas suffisamment passer, M. Meyer, des délibérations qui vont dans le sens de projets qui, très spécifiquement, soutiendrait le développement économique. Moi, sur ces... Pardonnez-moi, il y a des zones d'activité au sortir de l'agglomération pour créer des emplois. Typiquement, avec la CREA, on travaille sur la mise en place d'une zone artisanale à Duclair, et c'est très bien ainsi. Et on travaille bien ensemble. À Isnoville. Et il y en aura d'autres. Je dis juste que je trouve que si on met en balance les sommes dépensées, je trouve que ça ne va pas suffisamment dans ce sens. Et juste pour aller aussi dans... moi, je vais aussi dans votre sens sur ce point-là. Vous en avez parlé tout à l'heure, et j'y suis particulièrement sensible, c'est que la manière dont les choses évoluent, côté marché public, on va faire mourir des entreprises. Enfin, on va faire. Ils font mourir des entreprises. Vous voulez dire des entreprises locales? Vous faites mourir les entreprises. Ils font mourir des entreprises. Moi, j'ai pas décidé de mettre en place cette CREA. J'ai même pas décidé d'entrer dedans à l'époque. Mais vu la dimension où vont prendre les marchés publics, moi, je sais qu'il y a des entreprises de notre canton à Duclair qui vont être en grande difficulté. Je me doute bien qu'ils ne pourront pas concourir, et s'ils concouraient, ils auraient du mal à obtenir les marchés. Et je pense qu'en tant qu'élu, on doit forcément avoir ce genre de choses
à l'esprit. Alors, Monsieur Maillard, ce qui est dit au même temps par le président Sanchez et par ses amis, c'est de dire attendez, mais vous vous rendez pas compte, une créa qui se transforme en métropole, c'est aussi un niveau d'attirance économique extrêmement important qui peut avoir des répercussions dans l'autre sens à partir du moment où effectivement ça permettra de développer des structures très costauds, très solides et qui seront pérennes sur du moyen voire du long terme. Alors l'attirance, probablement, mais ça c'est le côté tête d'affiche. On vient tous de parler des PME. Hein, et M. Dallalande disait ses préoccupations. Je veux simplement dire que lors du précédent mandat, moi j'étais vice-président en charge de la dématérialisation des procédures, donc aussi des marchés publics. Moi j'ai proposé quelque chose qui ne s'est pas mis en place, mais moi je le regrette. C'est que dans le cadre des plateformes de dématérialisation qu'on avait mis en place avec le département, avec la région, etc., on puisse avoir une information de proximité avec les PME, qu'on puisse leur donner un code dans lequel facilement ils puissent recevoir des mails quand il y avait des marchés publics qui étaient mis en ligne et qui les concernaient directement. Et dans le même sens, le souci que les petites communes avaient eu quand, il y a 2 ans, une étude avait été faite sur la possibilité pour la CREA de reprendre les voiries. Qu'est-ce qui en était ressorti ? Il en était ressorti, pour faire simple, que les communes de la taille de la mienne, nous faisions aussi bien, si ce n'est mieux, pour moins cher que ce qu'allait faire la CREA. Du coup, conclusion, on gardait nos voiries. Parce que c'était cette proximité-là qui était, pour le coup, le meilleur échelon. Bon, donc, quand on a ces temps d'examen du besoin, d'analyse, et qu'on n'est pas pris dans une espèce d'aspiration, de précipitation. Je rappelle quand même que la CREA, elle s'est fondée avec 1 an de retard par rapport au calendrier que M. Fabius avait souhaité. Vous en souvenez certainement, M. Goudet. Mais pourquoi ? Parce qu'il y avait des communes... Je pensais qu'on allait dépasser les 500 000 habitants, et là on aurait changé de structure. Ça ne s'est pas fait à quelques dizaines de milliers d'habitants. Oui, mais je pense que l'agglomération d'Elbeuf à l'époque a freiné des cas de fer en disant, attendez, on ne va pas mettre notre signature, nous les maires, en bas d'une page blanche, on va d'abord savoir ce qu'on veut y écrire. C'est-à-dire qu'il faut un projet de territoire. Bon. Et moi, pour le coup, je suis toujours favorable à l'agglomération rouennaise. J'estime qu'il y a vraiment un échelon, l'échelon d'agglomération, qui répond à certains besoins. Pour d'autres choses, non. Alors, je voudrais que vous me donniez également votre avis. Je commence par vous, M. Corriton. Est-ce que, finalement, on s'y est bien pris ? Et, certains avaient émis l'idée d'organiser des assises nationales des collectivités territoriales en disant, bon, on va mettre les choses. Parce que j'ai un peu l'impression que, peut-être pas vous, mais par ailleurs, sur ce plateau, on se dit, on a peut-être été un peu vite en besogne. Alors, sincèrement, on ne sait pas trop ce qui va se passer pour les départements. Donc, dans les émissions que j'évoquais tout à l'heure, on va y revenir. Les régions, bon, alors ça a l'air de pas trop mal se passer pour le moment au niveau de la Haute et de la Basse-Normandie. Les régions, ça coince quand même un petit peu. Et puis finalement, les responsabilités des uns et des autres, il va falloir se dépêcher quand même, parce que les élections départementales, c'est bientôt. Les répercussions sur les communes, c'est tout de suite. Oui, mais ce que disait, alors moi je ne siège pas dans la métropole, alors je n'ai pas les mêmes problématiques et je ne les vis pas au quotidien comme vous pouvez les exprimer. En tout cas, ce que je vois à l'échelle d'un département, d'avoir une métropole, il n'y en aura pas non plus un nombre important en France, ça permet de faire rayonner le territoire. 13 13, exactement. Mais en tout cas, à terme, et je crois que c'est de plus en plus ce qui vient, l'exigence démocratique des communautés de communes. Moi aussi, je suis élu dans une Comcom. Les gens sur le bulletin de vote, ils ont d'abord élu leur maire. Ils n'ont pas forcément vu qu'ils votaient pour le délégué communautaire que je suis en même temps. Cependant, dans quelques années, d'avoir une élection aussi de ces instances au suffrage universel, je pense qu'il y a une vraie réflexion à mener et on retrouvera l'exigence démocratique et le peuple pourra se saisir justement dans le cadre d'élections directes sur les sujets qui concernent les compétences de la métropole. Ils pourront s'exprimer et donner leur choix. Quant à ce que vous disiez sur la rapidité, nous on a fusionné 3 Comcom en 1 an à peu près. Vous avez mis 1 an sur la... Il y a toujours des freins de toute façon quand on veut changer. Il y a forcément des gens qui veulent rester tels qu'ils étaient, une agglo ici, la Comcom ici qui fonctionnait bien, et pourquoi elle est plus grand. Et finalement, tout dépend comment on réussit à construire ces compétences, à les développer, à améliorer le service, à essayer de faire quelques gains pour justement maintenir un service de bonne qualité à des prix raisonnables. Donc c'est aussi... Et ça se construit aussi au fil de l'eau, parce que entre 2008 et aujourd'hui, nous, notre Comcom, elle a aussi amélioré et lissé des choses qui étaient un peu compliquées à organiser au départ. Mais on a entendu dire, je ne sais pas si c'est vrai, que par exemple, la refonte des régions, ça s'était fait sur un coin de table avec 3-4 énarques, etc. Bon, alors, et les répercussions, c'est... 3-4 ministres. Non, les deux ne sont pas compatibles. Mais et les répercussions, à l'arrivée, finalement, ça coince un peu, parce que le Nord-Pas-de-Calais ne veut pas être avec la Picardie, Champagne-Ardenne, l'Alsace ne veut pas de Champagne... Enfin bon, voilà. Je constate une chose, ici, ouais. en tout cas, la Normandie, ça se passe plutôt bien. Sauf que
que quand même, les plus fervents défenseurs de la Normandie, il y a quelque temps dans les assemblées régionales, n'ont pas forcément voté le projet de loi à l'Assemblée nationale. Voilà, je le dis Ah oui, aussi. en fait, pourquoi ça n'a pas été voté par la droite ? De ce que je C'est sache, sur en un tout cas pour ensemble. l'UDI, c'est qu'on était favorable à la réunification maire de la votait contre. Normandie et que pour le coup, ça fait même belle lurette qu'on nous y sommes favorables. C'est M. Morin qui a lancé le en combat avec particulier. M. Goulet, entre Absolument, autres, et M. Touré, absolument. PRG. Absolument. Et moi, j'en ai parlé aussi ouais. avec la sénatrice Catherine Morin-Desailly encore dernièrement. Je crois que précisément d'en avoir parlé depuis longtemps, je pense que ça facilite aussi les choses. Et puis, disons-le, Haute et Basse Normandie, je trouve que nous avons véritablement des bonnes réciprocités, des complémentarités à jouer. Ah, c'est pas là que ça se passe le plus mal. Hein. Monsieur Lecoq, vous pensez qu'on est allé un peu trop vite en besogne, qu'il aurait fallu calmement, tranquillement prendre son temps, peut-être prendre un an ou deux, mais est-ce que c'est pas aussi le problème du président de la République qui a, passez-moi l'expression un peu vulgaire, le couteau sous la gorge, il lui reste plus que 2 ans et demi pour réussir un pari qui est quand même très mal engagé pour lui, si on considère ne serait-ce que les sondages et les résultats économiques actuels. Il y a d'assises de l'intercommunalité, il y a des assises régulières qui se déroulent chaque année, c'est le Congrès des maires de France. Et là, on est un certain nombre de milliers à nous Là, c'est exprimer. plutôt revendicatif en ce moment. Ouais, justement, on est un certain nombre de milliers, mais depuis des années, pas toujours revendicatifs, constructifs. On amène Oui, des mais en ce propositions, moment, etc. Alors, en ce moment, c'est les revendicatif, craintes, c'est- attendez, revendicatif Ouais. et unanime. Et unanime, rarissime au Congrès. Même Madame Unanime. Hidalgo dit qu'il faudrait préciser davantage ce qui va se Unanime. passer. Qu'est-ce qu'ils disent, Le maire, disent Saffelli aujourd'hui de Paris. l'ensemble de l'Association des maires de France? Ils disent à l'État, arrêtez de réduire les dotations. Parce que la réduction des dotations, c'est la réduction des investissements. La réduction des investissements, c'est la réduction des commandes publiques aux entreprises. La réduction des commandes publiques, c'est la fermeture d'entreprises. C'est la casse du tissu économique, c'est la perte d'emplois. Ils disent ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, messieurs qui nous gouvernez, mesdames et messieurs au pouvoir central, arrêtez de faire ça parce que vous êtes en train d'engager la spirale négative dans laquelle on est enfermé. Donc entendez ça. Et donc à travers ça, si la communauté, la métropole, etc., inverse le sens, renforce la commande publique, je ne sais pas où ils vont trouver l'argent que ne veut pas prendre l'État sur les entreprises, sur les richesses produites dans notre pays sous prétexte de compétitivité, ou l'argent qu'il redonne aux entreprises sous prétexte d'aide à l'emploi, etc., à déterminer. D'ailleurs, ce serait intéressant d'ailleurs que les métropoles, les régions et tout, aillent vérifier sur place comment ont été utilisées ces finances publiques mises à disposition des entreprises en matière d'emploi pour nos territoires. C'est intéressant. C'est ce que M. Leverne a voulu faire au niveau du Conseil régional. Ouais, mais si c'est démontré, vérifié et que ça sert l'emploi local, ça se regarde. C'est pas encore prouvé. Alors on sait qu'on a 2 recettes en moins. On nous dit qu'il faut faire des économies parce que vous avez des recettes en moins. Et le fait de faire des économies, ça va nous faire des investissements d'avenir en moins, des entreprises en moins, des emplois en moins. Ça, c'est pas producteur de richesse et de développement de nos territoires. Et là-dessus, on est unanime. Tous les maires de France disent ça. Monsieur Delalande, est-ce que la méthode a été bonne? La méthode. Je pourrais pas dire Le discours de la méthode. qu'elle a été bonne. Elle n'a pas été bonne. Déjà parce que il y avait un mouvement qui était engagé et qui, de mon point de vue, allait plutôt dans le bon sens. Tout à l'heure, j'ai dit que ma préoccupation, moi, c'était qu'on ne casse pas le lien entre les décideurs, les élus décideurs et les habitants. Bon, on crée des grandes régions, très bien. La réunification de la Normandie, Bruno Le Maire y est favorable depuis bien longtemps, et je ne pense pas qu'il ait changé d'avis sur le sujet. Il a voté le projet de loi. Ensuite, donc, on fait ces grandes régions. Le vrai sujet, ce sera quel mode de scrutin. Quel mode de scrutin. Et quelque chose avait été engagé dans cette voie, avec la réforme territoriale de l'autre gouvernement. Le conseiller territorial qui était à la fois le conseiller général et conseiller territorial, régional. parce que là, on ne remettait pas en cause le mode de scrutin, donc on ne déconnectait pas l'élu du territoire, et dans le même temps, et de manière progressive, on permettait de donner plus de cohérence aux politiques dans un premier temps entre Ça démontre au moins que le départements, projet il était partagé par entre départements, Pas sur le conseiller territorial. entre Non, mais sur départements l'idée de rassembler. et régions. Et on réduisait le nombre d'élus. On réduisait le nombre d'élus sans créer une distance entre l'élu et le territoire. Voilà. Et je pense que ce qui est dommage, quand on parle de la méthode, c'est que la première des décisions ait été de revenir sur ce début de réforme qui n'avait pas été facile, qui n'avait pas été très populaire. Et on est revenu dessus. Je trouve ça dommage. Un pas avait été fait dans le bon sens. Et aujourd'hui, on tâtonne. Monsieur Meyer.
Le toujours. Sénat avait engagé en 2011 des états généraux pour préparer une réforme territoriale. Nous étions quand même 19 000 élus à avoir répondu. Je fais partie de ce nombre-là. Il y avait eu, on avait des consensus de trouver, mais aussi, par exemple sur la question du conseiller départemental, disons les choses, on était sur du 50-50. Bon. Donc on voyait bien qu'il y avait des sujets qui vraiment n'apportaient pas l'unité nécessaire. Parce que une réforme, ça doit s'appuyer sur une démarche collective, associative, ça doit s'appuyer sur une démarche qui rassure, qui donne confiance dans le comité de pilotage. Et moi, il me semble que si on s'était bien appuyé sur ces états généraux-là, on aurait pu faire des réformes qui apportaient un consensus majeur, et je pense que celui des régions, hormis le découpage, mais en tout cas, le regroupement des régions apportait consensus. La question des départements, très clairement, on le voit bien, ne faisait pas du tout consensus. Donc c'était quelque chose qu'il fallait continuer à travailler, sauf que à chaque fois qu'on a une élection nationale, on a l'impression qu'on tire le rideau et qu'on doit réinventer l'eau tiède. Eh bien moi, ça, je trouve ça bien triste, pour pas dire lamentable. Alors peut-être aussi qu'on est déjà en campagne électorale pour l'élection présidentielle, mais ça, c'est une autre histoire. Oui, mais dans ce cas-là, on finit jamais d'être en campagne. Ah ben non, monsieur mais Boudet. on est complètement Il faut bien d'accord. travailler quand même. Non, non, on est complètement d'accord. C'est un constat, c'est pas un souhait, c'est un constat. Et c'est vrai que ça peut poser des problèmes. Il va nous rester à peu près, allez, 1 minute chacun, on va conclure. On a conclu tout à l'heure sur les craintes, d'une certaine façon, maintenant un peu les espoirs quand même. Donc chacun, en 1 minute, vous nous dites qu'est-ce que vous espérez, qu'est-ce que vous attendez, malgré toute cette réforme territoriale, en vous disant qu'après tout, il y a peut-être des choses positives qui peuvent intervenir. Monsieur Corriton. Ce qui vient d'être dit sur le conseiller territorial, justement, montrait bien qu'on créait un élu hybride qui gérait les deux collectivités. C'était complexe, c'était pas clair. C'était sans doute pas la bonne solution et on ne solutionnait pas le problème de la clarification des compétences entre les différents niveaux de collectivités. Aujourd'hui, justement, je crois que le projet de loi... Pardonnez-moi, vous êtes contre, vous, personnellement, la clause de compétence générale ? Je pense qu'à un moment ou un autre, il faut aujourd'hui que chacun fasse ce sur quoi il est le meilleur, à chaque niveau de collectivité. C'est-à-dire qu'on ne mélange pas les financements, on dit ça pour les téléspectateurs, chacun fait ce qu'il doit faire dans son niveau de et compétence. d'un bout à l'autre de sa compétence. Voilà. Que la commune ait une part particulière parce qu'elle est au premier échelon, je dirais, et qu'elle intervient sur beaucoup de domaines, pourquoi pas, mais au-dessus, il faut que chacun fasse sur le sujet sur lequel il doit s'investir. Par contre, sur la réforme qui vient, le projet de loi a été déposé, il a fait l'objet de débats, le Premier ministre est allé dans quasiment toutes les assemblées, que ce soit les assemblées des communautés de communes, il ira au congrès des maires prochainement, il est allé à l'ADF, à l'Association des régions de France, échanger. Il y avait des postulats de départ qui étaient appuyés sur les départements, ça semble évoluer avec justement des compétences bien définies pour les départements, c'est une bonne chose. Le projet de loi va être en discussion, discutons avec nos parlementaires, travaillons avec eux pour justement faire en sorte qu'on améliore le texte et qu'il soit concret pour les élus que nous sommes. Monsieur Lecoq. Moi, mon espoir, c'est que les prochaines élections donnent des résultats qui fassent que la future majorité départementale ait le souci de garder cette proximité entre les citoyens et puis la gestion du département. Moi, la question de la compétence générale, j'y suis pas plus fermement attaché que ça, mais je dis que jusqu'à maintenant, heureusement qu'elle existait, parce que dans bien des sujets, quand l'État oublie de faire le travail, je pense à la santé, la répartition des médecins sur l'ensemble du territoire national, la démographie médicale, etc. Tout notre système de santé, nous, dans notre territoire, Seine-Maritime, Normandie, on est un des territoires les plus en difficulté. Eh bien, heureusement qu'il y a eu la compétence générale pour que la région se saisisse un peu de la question et essaye de trouver des solutions, que le département se saisisse un peu de la question et essaye de pallier les manques de l'État, que les communautés d'agglomération, je vois au Havre, on s'est battu pour avoir la première classe de médecine, on s'est battu pour accompagner les étudiants qui allaient à la fac de médecine au Havre pour essayer d'avoir des médecins havrais pour qu'on puisse les ancrer sur le territoire. On s'est battu pour avoir des dentistes qui viennent de la fac de Lille parce que ça ne se réglait pas ici, pour essayer d'apporter des réponses au territoire. Et heureusement qu'il y avait la compétence générale, sinon on n'aurait pas eu l'autorisation de faire ça, et on aurait eu des situations déplorables pour nos concitoyens. Donc moi, je n'y suis pas plus attaché que ça, mais je dis que pour l'instant, elle est utile, elle est applicable. Après, si tout le monde fait son travail convenablement, et s'il y a le contrôle citoyen sur le travail de tout le monde à tout instant, on peut la revoir, celle-là. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Monsieur Delalonde. La réforme, effectivement, elle est en discussion. Je pense que les élections sénatoriales ont permis de faire bouger un petit peu les choses. Et moi, je pense que... Pardonnez-moi, d'après vous, c'était aussi le moyen pour les maires de faire passer un message, parce qu'on dit que c'est un peu le lien direct avec le Parlement. Très clairement,
les dernières élections sénatoriales sont l'expression effectivement de la préoccupation des maires. La direction dans laquelle on s'orientait n'était pas la bonne. Et en tout cas, c'est ce qu'ont dit l'ensemble des élus locaux, en tout cas une grande majorité des élus locaux, lorsqu'ils se sont prononcés lors des dernières élections sénatoriales. De ce point de vue-là, voilà, on peut se dire que nos institutions fonctionnent bien. Quand ça ne va pas, eh bien, ça réagit. Même si en Seine-Maritime, il y a eu un statu quo. Du côté du PS, du PC qui a très légèrement, mais un petit peu progressé, et du côté de la droite qui a, j'allais dire, consolidé ses positions. Qui a consolidé. Et à l'échelle du territoire, les choses sont très claires. Il y a eu un changement de cap. Comme quoi, le cap, on n'arrête pas de nous dire qu'il ne faut pas qu'il change. Visiblement, il y a une inadéquation avec ce qu'attendent les gens. Il faut faire changer un petit peu le cap, tout simplement entendre un peu plus, écouter un peu plus les habitants des territoires. Monsieur Meyer, le mot de la fin. Réformer, ce n'est pas une autre casser. formule, allez-y. Réformer, ce n'est pas casser. Réformer, ce n'est pas désorganiser. Je crois que réformer, c'est apporter de la clarté. Réformer, c'est apporter de la lisibilité. Et c'est bien cela qu'il faut. Et pour terminer, je vais prendre le slogan d'une banque connue chez nous. Je voudrais que le bon sens ait de l'avenir. Très bien. Bah, écoutez, merci. Conclusion un peu inattendue, mais intéressante comme tout ce qui a été échangé au cours de ce débat. Merci en tout cas d'y avoir apporté votre contribution riche, intéressante. C'est à vous, téléspectateurs et internautes, de vous faire une opinion. Ça ne sera pas facile parce qu'il y a encore pas mal de questionnements. Comptez sur nous sur France 3 pour vous aider à en savoir un petit peu plus. Nous-mêmes, d'ailleurs, nous avons des questions à poser à tous nos invités. Merci encore. Merci. À très bientôt. Au revoir.